La clé de la maîtrise de Charles F. Harnell, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey. 7e partie. Depuis toujours, l'homme a cru en un pouvoir invisible à travers lequel et par lequel toutes choses ont été créées et sont continuellement recréées. Nous pouvons personnaliser ce pouvoir et l'appeler Dieu, ou nous pouvons penser à lui comme à l'essence ou à l'esprit qui imprègne toute chose. Dans les deux cas, ces effets sont identiques. Chez l'individu, l'objectif, le physique, le visible représente le personnel, qui peut être identifié par les sens. Il se compose du corps, du cerveau et des nerfs. Le subjectif est le spirituel, l'invisible et l'impersonnel. Le personnel est conscient, parce que c'est une entité personnelle. L'impersonnel, identique en nature et en qualité à tout autre être, n'est pas conscient de lui-même et a donc été appelé l'inconscient. Le personnel ou le conscient détient le pouvoir de la volonté et du choix et peut donc exercer une discrimination dans le choix des méthodes grâce auxquelles il apportera la résolution des difficultés. L'être impersonnel ou spirituel est en partie ou tout avec la source est à l'origine de tout pouvoir. Ne peut nécessairement pas exercer un tel choix, mais au contraire contrôle les ressources infinies. Il peut engendrer et engendre des résultats par des méthodes que l'esprit humain ou individuel ne peut concevoir. Vous verrez donc que vous avez le choix de vous appuyer sur la volonté humaine avec toutes ses limitations et ses méprises, ou d'utiliser les potentialités de l'infini en vous servant de l'inconscient. C'est ici dès lors que réside l'explication scientifique du merveilleux pouvoir qui a été placé sous votre contrôle, si seulement vous le comprenez, l'appréciez et le reconnaissez. La 7e partie décrit la méthode permettant d'utiliser consciemment ce pouvoir omnipotent. La visualisation est le processus de la création d'images mentales. L'image est le moule ou le modèle duquel votre futur émergera. Créez un modèle clair et embellissez-le. N'ayez pas peur, amplifiez-le. Rappelez-vous que personne ne peut vous imposer de limites si ce n'est vous-même. Vous n'êtes pas limité quant aux coûts ou aux matériaux. Tirez vos ressources de l'infini. Construisez votre modèle dans votre imagination. Votre modèle devra s'y trouver avant de pouvoir apparaître ailleurs. Créez une image claire et nette. Maintenez-la fermement dans votre esprit et vous la rapprocherez graduellement et constamment de vous. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Voilà un fait psychologique bien connu. Malheureusement, lire des livres à son sujet ne provoquera aucun des résultats que vous êtes susceptible d'avoir à l'esprit. Cela ne vous aidera même pas à former votre image mentale, et encore moins à la manifester. Un travail est nécessaire, un labeur, le dur labeur mental. Le genre d'effort que peu sont disposés à déployer. La première étape réside dans l'idéalisation. C'est également l'étape la plus importante, car ce plan constitue la base de ce que vous voulez élaborer. Il doit être solide, il doit être permanent. L'architecte qui conçoit un bâtiment de 30 étages en a dessiné chaque ligne et chaque détail à l'avance. L'ingénieur qui construit un pont surplombant l'abîme vérifie d'abord la résistance de milliers de pièces distinctes. Il voit l'achèvement avant même le commencement de la première étape. De même, vous devez imaginer ce que vous voulez dans votre esprit, car vous semez une graine. Mais avant de semer cette graine, vous voulez savoir ce qu'en sera la moisson. C'est ce que l'on appelle l'idéalisation. Si vous n'êtes pas sûr de votre image, retournez sur votre chaise quotidiennement jusqu'à ce que celle-ci soit claire.
Elle se dévoilera petit à petit. D'abord, le plan général vous semblera pâle, mais il se dessinera. L'esquisse prendra forme de manière détaillée et vous développerez graduellement le pouvoir qui vous permettra de formuler les plans qui se réaliseront finalement dans le monde objectif. Vous saurez alors ce que le futur vous réserve. Vient ensuite le processus de visualisation. Vous devez voir l'image de plus en plus complète, en voir les détails. Et tandis que les détails commenceront à se déployer, vous verrez se créer les voies et les moyens qui lui permettront de se manifester. Une chose mènera à une autre. La pensée mènera à l'action. L'action créera des méthodes. Les méthodes créeront des amis. Les amis provoqueront des circonstances. Et finalement, la troisième étape, celle de la matérialisation, se sera accomplie. Nous admettons tous que l'univers a dû être pensé dans la forme avant de devenir un fait matériel. Si nous sommes disposés à suivre le plan du grand architecte de l'univers, nous découvrirons que nos pensées prennent forme tout comme l'univers a pris une forme concrète. Le même esprit opère à travers l'individu. Il ne diffère ni en nature ni en qualité, seul le degré diffère. L'architecte visualise son bâtiment. Il le voit tel qu'il le souhaite. Sa pensée est un moule malléable dont émergera le bâtiment en fin de compte. Un grand moule ou un petit moule, un beau moule ou un moule tout simple. Sa vision prend forme sur le papier et finalement, les matériaux nécessaires sont utilisés et le bâtiment se dresse, terminé. L'inventeur visualise son idée exactement de la même façon. Par exemple, Nikola Tesla, l'intellectuel brillant, l'un des plus grands inventeurs de tous les siècles, l'homme qui a engendré les réalités les plus étonnantes, visualisait toujours ses inventions avant de tenter de les mettre au point. Il ne s'empressait pas de les incarner dans une forme pour passer ensuite son temps à en corriger les défauts. Élaborant d'abord l'idée dans son imagination, il y maintenait sous la forme d'une image mentale qu'il reconstruisait et améliorait par sa pensée. De cette manière, écrit-il dans l'Electrical Experimenter, je suis à même de rapidement développer et perfectionner ma conception sans toucher à quoi que ce soit. Dès que je suis allé suffisamment loin pour incarner dans l'invention toutes les améliorations potentielles qui me viennent à l'esprit et que je ne vois aucun défaut nulle part, je concrétise le produit de mon cerveau. Invariablement, mon dispositif fonctionne exactement comme je l'ai conçu. En 20 ans, il n'a pas eu une seule exception. Si vous pouvez suivre ces instructions à la lettre, vous développerez votre foi, le genre de foi qui est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Vous développerez votre confiance, le genre de confiance qui mène à l'endurance et au courage. Vous développerez votre pouvoir de concentration qui vous permettra d'exclure toutes les pensées, excepté celles qui sont associées à votre but. Selon la loi, la pensée se manifestera dans la forme. Seul l'homme capable de penser divinement ses propres pensées peut assumer la place d'un maître et parler avec autorité. Clarté et exactitude s'obtiennent uniquement en maintenant fréquemment l'image à l'esprit. Chaque action répétée rend l'image plus claire et plus précise que la précédente. Et la manifestation extérieure sera proportionnelle à la clarté et à l'exactitude de l'image. Vous devez la construire fermement et solidement dans votre monde mental, votre monde intérieur, avant qu'elle ne puisse prendre forme dans le monde extérieur. Vous ne pouvez rien créer de précieux, même dans le monde mental, à moins de posséder le matériau approprié. Lorsque vous disposez de ce matériau, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez. Cependant, garantissez votre matériau. Vous ne pourrez fabriquer des draps fins avec un tissu effiloché. Ce matériau sera concrétisé par les milliards de travailleurs silencieux du mental, et il adoptera la forme de l'image que vous avez à l'esprit. Pensez-y,
Vous possédez plus de 5 milliards de travailleurs mentaux prêts et en action. On les appelle les cellules cérébrales. Sans compter une force de réserve supplémentaire qui est au moins égale en nombre, prête à rentrer en action au moindre besoin. Votre pouvoir de pensée dès lors est quasi illimité. Cela signifie que votre pouvoir de créer le genre de matériaux nécessaires à la manifestation de n'importe quel genre d'environnement désiré est pratiquement illimité. Outre ces milliards de travailleurs mentaux, vous possédez des milliards de travailleurs mentaux dans le corps. Chacun d'eux est doté d'une intelligence suffisante pour comprendre et agir conformément à n'importe quel message ou suggestion donnée. Ces cellules sont toutes occupées à créer et à recréer le corps. Mais elles sont en outre dotées d'une activité psychique leur permettant d'attirer la substance nécessaire à leur développement parfait. Elles procèdent ainsi selon la même loi et la même manière que toute forme de vie attire à elle le matériau nécessaire pour sa croissance. Le chêne, la rose, le lys nécessitent tous un certain matériau pour pouvoir s'exprimer le plus parfaitement. Ils l'obtiennent en formulant une demande silencieuse par la loi de l'attraction. C'est la manière la plus sûre d'obtenir ce dont vous avez besoin pour votre développement le plus complet. Créez votre image mentale, qu'elle soit claire, distincte, parfaite. Gardez-la fermement à l'esprit. Les voies et les moyens se développeront. Les ressources suivront la demande. Vous serez amené à faire la bonne chose au bon moment et de la bonne manière. Le désir pressant provoquera l'attente confiante. Celle-ci, à son tour, doit être renforcée par une demande ferme. Ces trois éléments ne peuvent que provoquer l'accomplissement, parce que le désir pressant est le sentiment, l'attente confiante. La pensée est la demande ferme, la volonté. Comme nous l'avons vu, le sentiment donne la vitalité à la pensée et la volonté la maintient solidement jusqu'à ce que la loi de la croissance la manifeste. N'est-ce pas merveilleux que l'homme possède un pouvoir aussi sensationnel en lui, des facultés aussi transcendantales dont il n'a aucune conception? N'est-il pas étrange que l'on ait toujours enseigné de rechercher la force et le pouvoir à l'extérieur? On nous a enseigné à regarder partout, sauf à l'intérieur. Et chaque fois que ce pouvoir se manifestera dans notre vie, on le qualifie de surnaturel. Nombreux sont ceux qui ont compris ce pouvoir merveilleux et qui s'efforcent consciencieusement d'obtenir santé, pouvoir et autres conditions, et qui paraissent échouer. Ils ne semblent pas capables d'appliquer la loi. La difficulté, dans presque tous les cas, provient du fait qu'ils s'occupent des aspects externes. Ils veulent de l'argent, le pouvoir, la santé, l'abondance, mais ne se rendent pas compte que ceux-ci sont des effets et qui ne peuvent se manifester qu'une fois qu'ils en auront trouvé la cause. Ceux qui n'accorderont aucune attention au monde extérieur chercheront seulement à établir la vérité. Ils ne rechercheront que la sagesse et verront cette sagesse se dévoiler et révéler la source de tout pouvoir, avant de se manifester dans la pensée et dans le but qui créeront les circonstances externes désirées. Cette vérité trouvera son expression dans un but noble et une action courageuse. Ne créez que des idéaux. N'accordez aucune pensée aux circonstances externes. Embellissez et enrichissez votre monde intérieur et le monde extérieur exprimera et manifestera votre état intérieur. Vous commencerez à appréhender votre pouvoir de créer vos idéaux et ces idéaux seront projetés dans le monde de l'effet. Prenons l'exemple d'un homme endetté. Il pensera continuellement à ses dettes, se concentrera dessus. Et comme les pensées sont des causes, il en résultera que, non seulement il s'attachera davantage à ses dettes, mais il en créera davantage. Il applique la grande loi de l'attraction et obtient le résultat habituel et inévitable. Toute perte mène à une plus grande perte. Mais alors, quel est le principe correct?
Concentrez-vous sur les choses que vous voulez, pas sur les choses que vous ne voulez pas. Pensez à l'abondance. Idéalisez méthodes et plans pour appliquer la loi de l'abondance. Visualisez les circonstances à créer par la loi de l'abondance. Celles-ci se manifesteront. Si la loi fonctionne parfaitement pour engendrer la pauvreté, le manque et toute forme de limitation à ceux qui entretiennent continuellement des pensées de manque et de peur, elle fonctionnera avec la même certitude pour provoquer des conditions abondantes et opulentes à ceux qui entretiennent des pensées de courage et de pouvoir. C'est un problème difficile pour nombre d'entre eux. Nous sommes trop impatients, nous manifestons de l'inquiétude, de la peur, du chagrin. Nous voulons agir, nous voulons aider. Nous sommes tel un enfant qui vient de planter une graine et qui va toutes les 15 minutes retourner la terre pour voir si la graine se développe. Naturellement, dans de telles circonstances, la graine ne germera jamais. Cependant, c'est exactement ce que nombre d'entre nous faisons dans le monde mental. Nous devons planter la graine et la laisser tranquille. Ceci ne signifie pas que nous devons nous asseoir et ne rien faire, pas du tout. Nous travaillerons plus et mieux que jamais auparavant. De nouveaux canaux nous seront constamment fournis. De nouvelles portes s'ouvriront. Il nous suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'être prêt à agir lorsque le moment vient. La force de la pensée est le moyen le plus puissant d'obtenir la connaissance. Si elle est concentrée sur un sujet quelconque, elle résoudra le problème. Rien ne dépasse le pouvoir de la compréhension humaine. Mais pour pouvoir exploiter la force de la pensée et faire en sorte qu'elle réalise votre demande, il vous faut travailler un petit peu. Rappelez-vous que la pensée est le feu qui crée la vapeur, faisant tourner la roue de la fortune dont dépendent vos expériences. Posez-vous quelques questions et attendez humblement la réponse. Sentez-vous votre moi en vous? Affirmez-vous ce moi ou suivez-vous la majorité? Souvenez-vous que la majorité est toujours menée, elle ne mène jamais. C'est la majorité qui a combattu bec et ongles contre le moteur à vapeur. Le métier à tisser mécanisé et tous ces autres progrès ou améliorations jamais suggérés. Comme exercice cette semaine, visualisez un ami. Voyez-le exactement comme vous l'avez vu pour la dernière fois. Visualisez la pièce, les meubles. Rappelez-vous votre dernière conversation. Maintenant, visualisez son visage. Voyez-le distinctement. Parlez-lui maintenant d'un sujet d'intérêt mutuel. Voyez son expression changer. Regardez-le sourire. Y arrivez-vous? Oui, vous le pouvez. Éveillez ensuite son intérêt. Racontez-lui une histoire d'aventure. Voyez ses yeux s'illuminer d'amusement ou d'excitation. Y arrivez-vous? Si oui, vous avez une très bonne imagination. Vous faites d'excellents progrès. Question d'étude de la 7e partie. Qu'est-ce que la visualisation? C'est le processus de fabrication des images mentales. Quel est le résultat de ce mode de pensée? En gardant une image à l'esprit, nous pouvons graduellement mais sûrement rapprocher une chose de nous. Nous pouvons être ce que nous voulons être. Qu'est-ce que l'idéalisation? C'est le processus de visualisation ou d'idéalisation de plans idéaux qui vont finalement se matérialiser dans notre monde objectif, notre monde physique. Pourquoi clarté et précision sont nécessaires? Parce que la vision crée le ressenti et que le ressenti crée l'existence. D'abord le mental, puis l'émotionnel, puis les possibilités illimitées de l'accomplissement. Comment les obtient-on? Chaque action répétée rend l'image mentale plus précise que l'image précédente. Comment établissez-vous le matériau de construction de votre image mentale? Grâce aux milliards de travailleurs mentaux appelés cellules cérébrales. Comment établissez-vous les circonstances nécessaires pour provoquer la matérialisation de votre idéal dans le mode objectif?
par la loi de l'attraction, cette loi naturelle qui engendre toute condition et toute expérience. Quelles sont les 3 étapes nécessaires à l'application de cette loi? Le désir pressant, l'attente confiante, la demande ferme. Pourquoi beaucoup de personnes échouent? Parce qu'elles se concentrent sur la perte, la maladie et le désastre. La loi fonctionne parfaitement. Ce qu'elles craignent se manifeste. Quelle solution de rechange avons-nous? Nous concentrer sur les idéaux que nous voulons voir manifester dans notre vie. Fin de la 7e partie.